Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve. Pour ceux qui découvrent cette plateforme pour la première fois, sachez tout simplement qu'il s'agit d'une initiative citoyenne qui consiste à apporter tout notre soutien à la candidature du professeur Maurice Kamto lors des élections présidentielles 2025. Tout de suite, vous allez écouter le professeur Maurice Kamto, ses diverses sorties par rapport au dossier Bakassi. Vous savez, on a fait du professeur Maurice Kamto ce qu'il n'a jamais dit par rapport au dossier Bakassi. En homme d'État, il a toujours refusé d'expliquer le contenu de ce dossier. Il a toujours dit aux Camerounais qu'il n'a pas géré le dossier Bakassi pour en tirer une gloire personnelle. Et durant ces années, le professeur Maurice Kamto a été voué hégémonie, a été insulté parce que certains Camerounais n'aiment pas ce que le professeur Maurice Kamto a fait dans le dossier Bakassi. Tout de suite, écoutons le professeur Maurice Kamto qui nous dit très exactement ce qu'il a fait dans le dossier Bakassi, pourquoi il n'aime pas en parler. Vous allez écouter l'homme. Le professeur Maurice Kamto, c'est un homme d'État. Il aime les Camerounais, il aime le Cameroun. Et à travers cette plateforme, vous allez découvrir le professeur Maurice Kamto en tant que personnalité publique, mais vous allez aussi découvrir son projet de gouvernement parce qu'il faut que tous les Camerounais qui se trouvent sur l'étendue du territoire camerounais et qui se trouvent aussi dans la diaspora apprennent davantage du projet de gouvernement de l'offre politique du professeur Maurice Kamto. À présent, écoutons le professeur Maurice Kamto. Toutes ces sorties par rapport au dossier Bakassi. C'est un temps fort de votre vie politique. C'est le moment où vous êtes parti récupérer le territoire, si on peut utiliser l'expression Bakassi. Vous portiez le drapeau du Cameroun et vous avez une lourde responsabilité sur vos épaules. Est-ce que ce n'est pas ce moment précis qui vous a dit mais pourquoi pas? Et vous avez donc décidé d'entrer en politique en profondeur. Vous pensez que le fait pour un soldat de participer au front à la défense de l'intégrité et de l'indépendance de son pays lui inspire des rêves ou lui fait avoir caressé des rêves de je ne sais quelle grandeur politique. De prendre des galons davantage, oui. Prendre des galons, c'est peut-être une chose. Oui, mais c'est peut-être une chose. Mais rêver, comme vous le dites, d'une carrière politique ou d'être président de la République, si c'est ça qui est le déclencheur, je trouve que c'est bien peu. À la fois grand et bien peu. Parce qu'un soldat, je vais vous dire une chose, en souvenir d'une citation d'un capitaine de l'armée américaine, lorsque l'armée des États-Unis combattait l'occupant britannique. J'étais un soldat dans Bakassi et il disait j'étais un soldat. Je regrette, si j'avais à offrir ma vie pour le Cameroun, je regretterais une seule chose, c'est de ne pas avoir plusieurs vies. On va prendre rapidement. Vous allez écouter une autre sortie du professeur Maurice Kamto qui parle toujours du dossier Bakassi. Dans le dossier de Bakassi, qui vous a introduit, professeur Kamto? Monsieur Mounard, je vais vous dire une chose. J'aime pas beaucoup parler du dossier Bakassi. Pour deux raisons. D'abord, c'est un dossier d'État. Ça fait partie de ce qu'on appelle des dossiers d'État. Ce que j'ai eu à connaître ou à être au contact d'informations dont je n'en parlerai jamais, même dans mes mémoires, si jamais je devais les écrire. Donc, ce n'est pas la peine de trop me titiller sur Bakassi, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas apporté ma contribution lorsqu'elle a été sollicitée, ma modeste contribution au dossier Bakassi pour en tirer une gloire personnelle. Je me suis mis au service de mon pays, je l'ai dit. Vous n'avez jamais entendu parler personnellement de Bakassi. Les gens ont raconté des tas de choses en parlement. Mais maintenant, vous me posez une question à laquelle je peux répondre parce que ça ne met pas en cause le dossier Bakassi, le fond du dossier ni les enjeux. Celui qui m'introduit dans le dossier, c'est, paix à son âme, feu le ministre d'État Ferdinand Oyono. C'est lui qui m'invite. Je suis en train de faire un cours ici à l'université de Douala, un cours de droit international 2e année, et le doyen m'appelle en disant, le Yaoundé vous appelle, on veut vous parler au téléphone, et à ma grande surprise, j'ai en direct au téléphone le ministre d'État, qui me dit, bon voilà, est-ce que vous pouvez être à Yaoundé tel jour à telle heure? Je dis, moi je peux être disponible tel jour à telle heure. Il ne m'avait pas dit l'objet, donc on convient que j'arriverai ce jour-là à cette heure-là, et il me reçoit et
voilà, le reste. Nous allons effectuer un deuxième arrêt, si vous le voulez bien. Oui, professeur, on va permettre à un citoyen de vous poser une question sur ce sujet-là. Très bien. Je sais que vous n'avez pas en parler, on peut entrer dans le fond. Très bien. On va rester en périphérie. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième élément, s'il vous plaît? Professeur Maurice Kamto, bonsoir. Je voudrais vous poser un certain nombre de questions, mais si vous permettez, je voudrais tout d'abord saluer le brillant intellectuel que vous êtes, le brillant universitaire que vous êtes. C'est une fierté pour notre pays, pour nos universités, de compter des enseignants de valeur comme vous. Mais si vous permettez également, ce soir, je ne voudrais pas m'adresser à l'intellectuel, à l'universitaire. Je voudrais m'adresser au président du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC, je crois que c'est bien ça, à l'homme politique. Professeur, ça concerne un peu votre participation à Bakassi. Vous avez laissé entendre dans votre lettre pour justifier votre limogeage ou démission du gouvernement, tout dépend de quelle langue on voit, mais vous avez laissé entendre que vous n'y êtes allé que par rapport à Bakassi, et vous avez donné, votre parti semble donner l'illusion que Bakassi c'est vous. Or, d'après nos informations, il y avait quand même toute une équipe de politiques, de juristes, de militaires, et coiffés par le président de la République. Alors, quel était votre rôle? Quel était votre rôle précis à Bakassi? Et diriez-vous aux Camerounais ce soir que nous n'aurions pas eu Bakassi, ou en tout cas la solution obtenue par le Cameroun n'aurait pas pu prospérer sans M. Maurice Kamto? Quel a été votre rôle dans ce conflit, dans la résolution de ce conflit? Et est-ce que vous pensez que vous seul avez pu, sans les autres, faire en sorte que le Cameroun ait gain de cause à la haie? Voilà, je vous remercie pour ces questions et j'espère que vous allez nous répondre sans langue de bois politique. Merci, monsieur le professeur. Alors, vous ne répondez pas? Non, je vais dire quelques mots. La tournure de la question me surprend. D'abord, on me fait dire ce que j'ai jamais dit. Ça fait des années qu'on essaie de me faire parler de Bakassi et que j'en parle pas. Ça fait des années, même mes camarades ont voulu, par moment, pendant la campagne, utiliser l'argument de Bakassi. Et certains peuvent en témoigner et je leur ai interdit formellement d'utiliser cet argument-là. Alors, quand j'entends un compatriote, par ailleurs très, très courtois, je dois le reconnaître, faire des insinuations, parce qu'il dit que c'est malveillant de dire oui, votre limogeage ou votre démission, ça dépend de point de vue. Je ne sais pas si c'était nécessaire. S'il considère que c'est un limogeage, pourquoi pas, libre à lui. S'il considère que c'est un départ que j'ai annoncé comme je l'ai annoncé, libre à lui. Mais ces insinuations, je dis, n'étaient pas nécessaires. Non, ce n'était pas nécessaire. Et de surcroît, il dit que j'indique que mon entrée au gouvernement, c'est à cause de Bakassi, uniquement à cause de Bakassi. Je n'ai jamais dit cela. J'ai dit, ignorant les critères qui entrent en jeu dans la nomination d'un membre du gouvernement, j'ai toujours dit, il se peut que cela ait pu jouer. Il se peut que, à un moment donné, on ait estimé que on avait besoin dans l'équipe du Cameroun de quelqu'un d'un certain rang par rapport, par exemple, à les collègues nigérians. Mais je n'ai jamais dit. Cela suppose que... Parce que si j'avais dit c'est à cause de Bakassi que je suis entré, cela suppose soit que je sois l'auteur de ma propre nomination, soit que j'en ai discuté avec l'auteur de la nomination, ce qui n'est pas du tout le cas. Maintenant, quant à Bakassi, je vois qu'il est très embêté à l'idée que j'ai pu jouer quelques rôles dedans. Et alors, dans ce cas, je voudrais dire, vraiment sans aucune acrimonie et en toute simplicité, qu'il peut considérer que j'ai joué aucun rôle dedans et que je me réjouis énormément que le Cameroun ait pu s'en tirer à très bon compte avec l'aide de ceux qui ont pu l'aider à se sortir de cette affaire. Alors, vous êtes Donc, vous avez écouté la constance
la cohérence du professeur Maurice Kamto. Je vous fais encore écouter une autre sortie du professeur Maurice Kamto par rapport au dossier Bakassi toujours, parce que vous savez, durant ces années, vous ne savez pas combien on a menti sur le professeur Maurice Kamto. Vous continuez à l'écouter. Écoutons à présent cette autre sortie. La question reste en suspens. Alors, sur l'affaire Bakassi, dont on sait quand même que vous êtes l'un des acteurs qui ont accompagné le Cameroun à cette victoire-là. Je vous ai dit, j'aime pas trop parler de l'affaire Bakassi. Ben justement, je sais que vous n'aimez pas en parler. Oui. Ben, je vais vous titiller là-dessus. Bon, si on va voir, on dira, mais ne m'en voulez pas si je vous dis juste ce que je peux dire. Parce que j'ai toujours dit... Maurice Kamto, quel était votre rôle? Oui, précis. Il y a des choses que je ne dirais. Quel était le rôle, par exemple, détails, parce que quand on a eu à traiter un dossier d'État de ce niveau, ce n'est pas pour venir se répandre sur les plateaux de télévision. Quel était le rôle des autres acteurs, comme le professeur Bipumboum et bien d'autres qui autour de... Posez-lui la question, il est vivant. S'agissant d'ailleurs du professeur Bipumboum, heureusement, je vous ai là ce soir. Heureusement, il est encore vivant. Vous étiez dans l'équipe. Je ne parlerai que pour ce qui me concerne. Qu'avez-vous fait exactement dans cette histoire? Il y a eu deux phases dans l'affaire Bakassi. La première phase, c'est celle qui a eu lieu devant la Cour internationale de justice. Et la deuxième phase, c'est celle qui a eu lieu sur le terrain, c'est-à-dire la phase de mise en application de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et j'ai participé aux deux phases. La phase devant la Cour internationale de justice a commencé en 1994 et s'est achevée en 2002, le 10 octobre 2002, avec l'arrêt de la Cour sur le fond, parce qu'il y a eu de nombreux autres arrêts avant. Je crois avoir déjà dit sur un autre plateau de télévision les conditions dans lesquelles je suis entré dans... Absolument, on peut passer là-dessus. Voilà. Donc, j'ai été dans la phase devant la Cour, co-agent, avocat et conseil. Parce qu'on peut être agent ou co-agent sans intervenir dans la préparation technique du dossier. Parce qu'un agent, c'est celui qui représente l'État. Donc, on peut être aussi conseil sans être avocat. Dans la terminologie devant la Cour, vous êtes conseil et avocat lorsque vous participez à la fois à la rédaction des écritures et aux plaidoiries orales. Donc, c'est pour cela que, dans mon cas, j'étais co-agent, conseil et avocat, ou avocat et conseil, parce que je faisais les trois. Donc, j'ai été conseil, j'ai rédigé, participé en tout cas à la rédaction de toutes les écritures et j'ai participé à toutes les phases de plaidoirie. Depuis 1900, les premières plaidoiries ont eu lieu en mars 1996, en février 1996, pardon, sur les mesures conservatoires jusqu'au fond de l'affaire en passant par les exceptions préliminaires et par la demande en révision de la partie nigérienne. Donc j'ai participé à toutes ces phases, j'ai été avocat, j'entends où on écrit beaucoup de choses. Ce qui est le plus étonnant dans notre pays, c'est que ceux qui écrivent le plus ou font le plus de déclarations, c'est ceux qui ne savent strictement rien. Ben, c'est aussi une porte largement ouverte quand vous-même, les acteurs principaux, vous vous réservez d'en parler. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne m'appartenait pas à moi d'en parler. L'État aurait pu organiser une communication pour donner au public ce qu'il voulait que le public sache de cette affaire. On n'a pas voulu le faire. Je ne veux pas donner, et je n'ai jamais voulu donner l'impression que j'ai travaillé dans le dossier Bakassi pour ma gloire personnelle. Franchement, ce n'était pas le cas. Et si ça avait été le cas... Mais l'impression que ça n'est dégagé pour le peu que vous en dites, c'est souvent comme si Maurice Kamto s'en attribue, j'ai fait dire, la victoire. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de l'affaire Bakassi, à part les quelques fois où la question m'a été posée, d'ailleurs ici essentiellement chez vous? Non. C'est étonnant qu'on veuille me faire porter, je ne sais pas moi quel chapeau. Si je voulais m'enorgueillir, m'en vanter, je pourrais le faire. Rien ne m'en empêche. Vous avez un rôle assez déterminant sur la question du Niger-Bénin. Je voulais juste dire à propos de Bakassi deux choses qui, pour moi, ne sont pas des secrets d'État. Je peux tout accepter, qu'on me traite de tous les noms, sauf questionner mon patriotisme. C'est insupportable. Et surtout venant des gens, premièrement, qui n'ont jamais rien fait pour leur pays, et deuxièmement, qui ne savent absolument rien de ce dossier. Je crois qu'il faut qu'ils sachent ce soir qu'il y a des moments où il faut savoir respecter ce que les autres ont fait, même si on ne les aime pas. Et sur Bakassi, on a dit que j'ai gagné des milliards. Monsieur Dipita,
votre insistance pour qu'on en parle me donne l'occasion de dire deux choses ce soir. J'ai pris des risques physiques dans Bakassi que beaucoup de gens qui parlent ne prendront jamais dans leur vie. Nous avons volé par hélicoptère de nuit. Tout le monde sait qu'après 15 heures, l'hélicoptère ne vole pas parce que l'hélicoptère ne vole pas de nuit. Pour nous poser à Manfé de nuit, parce que nous venions d'une visite sur le terrain où nous sommes partis très tardivement. C'était d'ailleurs plus précisément de Djabani. Notre hélicoptère est tombé comme une pierre à Niamey. Je suis sûr, vous savez pas où se trouve Niamey. C'est une montagne de l'extrême nord, perdue dans la chaîne montagneuse, où nous allions voir un village qui avait été brûlé, alors que c'était un village camerounais. Nous voulions vérifier la véracité des faits avant de passer à la phase où on entamerait la démarcation. Je l'ai fait. Mais mieux, ou pire, ou mieux encore. Nous sommes partis de Maïdougouri, qui est la ville de l'extrême nord du Nigeria, pour Taraba State, qui est la ville qui est à la même hauteur que le nord-ouest. Et nous allions à Gembu. Gembu, c'est justement la ville nigériane où nous nous rendions. Vers Jalingo, qui est la capitale de Taraba State. Mes camarades, parce que j'étais chef de délégation, ont fait un accident. Entre autres, Abanda, il est aujourd'hui décédé, paix à son âme. Mais les autres sont vivants, M. Akamba, ils ont fait un accident. Heureusement, finalement, au final, on se rendra compte que ce n'était pas très grave. Mais sur le champ, nous ne pouvions pas le vérifier. Je les ai pris dans la voiture. On est allé à l'hôpital de Jalingo, il n'y avait pas de radio. J'ai voyagé de nuit pour arriver à l'hôpital de Fumbana à 4 heures du matin pour m'assurer qu'ils étaient en bonne santé et qu'il n'y avait pas d'hémorragie interne. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le jour où nous partons du Nigeria pour rentrer au Cameroun et on nous guide sur une piste de trafiquants. La piste de trafiquants, les véhicules ne se croisent pas parce que c'est une piste creusée à la main. Une seule voiture peut descendre. Notre voiture était encastrée, c'était un 4x4. Nous sommes sortis à 1 heure du matin pour chercher dans les villages avoisinants si on pouvait trouver une hache pour enlever les racines qui encastraient notre véhicule. Quand nous sommes arrivés vers Sabongari, les populations étaient époustouflées, abasourdies parce que trouver des citoyens, j'allais dire presque normaux, dans de telles régions, c'était inhabituel. Et il y a des gens qui viennent questionner mon patriotisme là-dessus. On pouvait se noyer combien de fois vous êtes remonté après ces gens à Maurice Kamto? Non, je ne suis pas remonté. C'est peut-être l'occasion de leur dire ce que ça vous a rapporté aussi. Oui, ce soir. Très bien, monsieur Dipita, merci. Dans Bakassi, je n'ai jamais eu de contrat avec l'État camerounais. L'État vous a-t-il désintéressé? Je n'ai même... Attendez, déjà, attendez, vous posez une question importante. Et vous me donnez l'impression que vous ne voulez pas que... Je voudrais expliquer clairement aux Camerounais ce qui s'est passé. Parce que ça revient un peu trop souvent. Et justement, les gens veulent diminuer, j'allais dire, la part de contribution que j'ai pu faire au service de mon pays pour ma patrie dans Bakassi, en disant que je me suis enrichi dans Bakassi. Permettez donc que je... Allez-y, ce professeur. Je n'ai donc jamais eu de contrat. Parce que quand on vous dit que j'ai gagné, j'avais un contrat de 500 millions, on vous parle même de Brain Trust. À ce moment, quand j'ai démarré l'affaire Bakassi, le Brain Trust n'existait même pas. Et quand vous dites que j'ai eu un contrat rémunéré 500 millions de francs par an, avec un bonus à la fin de 5 milliards, c'est quand même... Nous sommes devenus quoi dans ce pays? Je n'avais pas de contrat. Je n'avais même pas une lettre formelle écrite qui me disait, voilà, on vous confie le dossier Bakassi. Ça s'est fait au téléphone. Je vous ai expliqué, en tout cas j'ai expliqué aux Camerounais que je suis entré dans le dossier Bakassi par un coup de téléphone du ministre d'État, Ferdinand Oyuno, ministre des Affaires étrangères. J'étais à l'amphithéâtre à Douala en train de donner un cours. Le doyen de la faculté m'a appelé en disant, on vous appelle de Yaoundé. J'ai pris le téléphone et c'était le ministre d'État au bout du téléphone. Et il m'a dit, je voudrais vous voir. Et je lui ai dit, je peux être là vendredi. Il a dit, je vous attends. Vendredi, je m'y suis rendu et il m'a demandé si je voulais prendre en charge le dossier à la demande du président de la République, ce que j'ai fait. Monsieur Dipita, pendant tout le temps que j'ai travaillé dans Bakassi, nous étions traités comme des fonctionnaires camerounais lorsqu'ils se rendent en mission. Donc si nous allions au Nigeria, on calculait nos frais de mission comme des fonctionnaires camerounais qui vont en mission au Nigeria. Si nous allions à Paris ou à La Haye, on calculait nos frais de mission, chacun sur son grade. Vous allez écouter une autre sortie du professeur Maurice Kamto
vous voyez l'insistance des journalistes qui sont souvent de très mauvaise foi, mais le professeur Maurice Kamto est patient, il est là pour expliquer, il est là pour les Camerounais. C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, c'est un homme pondéré, c'est un homme qui veut travailler pour les Camerounais. Il est disposé à travailler avec tous les Camerounais sans exception. Écoutons encore une autre sortie du professeur Maurice Kamto. Je vous ai, disons que ce sont des sorties temporelles. Hein. C'est une sortie 2012, 2014, 2016, 2018 maintenant. Et vous voyez la constance de l'homme. C'est un homme constant. C'est un homme qui fera la même chose quand il sera à la tête de notre pays. Il a travaillé pour lui-même, il a réussi dans toutes ses activités, dans tout son parcours. Aujourd'hui, c'est l'homme idéal pour occuper la fonction présidentielle au Cameroun. Il n'y a pas mieux que lui à cet instant donné. Écoutons encore cette autre sortie. Pour le dossier Bakassi. Bien que je m'occupe au sein du ministère de la Justice de 3 directions, la direction de la législation, la direction des droits de l'homme et la direction des professions judiciaires. Je suis ces directions-là de façon générale. Je ne peux pas prendre de décision parce que c'est toujours le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était vice-premier ministre à l'époque, qui prend les décisions. Mais au moins, suivre leurs activités, tenir des réunions, ces 3 directions, c'est moi qui les suivais. Mais pour l'essentiel, je continuais de m'occuper du dossier Bakassi. Et donc c'est pour cela que cela m'a conforté dans l'idée que effectivement je suis entré au gouvernement pour cette raison-là. Songez que la première phase de retrait dans Bakassi a lieu en 2006 et la deuxième phase en 2008. La première phase en 2006 à Akwa, qui est une localité de l'île de Bakassi, de la presqu'île de Bakassi, qui fait face à Ikan au Nigeria. Nous avons pu faire la première phase là-bas en 2006. La deuxième phase a lieu à Calabar parce qu'il y a une situation de tension extraordinaire d'insécurité dans la péninsule. Et voilà. Mais c'est à ce moment-là que je suis devenu ministre et que je peux conduire les négociations. Professeur, faisons une caricature, oui. Ça ne vous gêne pas. Oui. On pourrait donc dire professeur Maurice Kamto, ministre délégué à la justice en charge des affaires Bakassi. Non, ça c'est pour rire. On peut donc, en lisant entre les lignes, comprendre que c'est la raison pour laquelle vous vous occupez essentiellement de cela et que vous gardez le silence entre griffes en 2008, février 2008, lorsque des jeunes sont massacrés, lorsque des jeunes sont malmenés au tribunal, on ne vous occupe pas beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'au sein du gouvernement, vous avez l'impression que cela ne fait pas forcément partie de vos cordes, ou bien vous êtes impuissant face à cette injustice, vous, qu'on présente comme étant un grand défenseur des droits de l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'entende pas le professeur Maurice Kamto pendant les émeutes de 2008? C'est une question importante qui revient et je crois que les gens ont raison de la poser. Mais ma réponse est la même. Devant une telle situation, vous n'avez que 2 choix. Ou vous démissionnez, ou vous vous taisez parce que vous assumez une position. Et je n'ai jamais nié le fait que je n'ai pas démissionné. Et pourquoi? Alors que vous étiez sensible à cette question, à ces conditions des jeunes Camerounais, pourquoi vous êtes resté en 2008 malgré... Parce que je dis toujours que faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas une auberge espagnole. Ce n'est pas un dîner de gala. Et ce ne sera jamais, jamais, tous les jours, un long... Quand vous avez écouté le professeur Maurice Kamto, il conduisait la délégation camerounaise dans le dossier Bakassi. En 2008, il y a les émeutes. M. Biya envoie son armée assassiner les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto était encore dans le dossier Bakassi. En tant qu'homme d'État, en tant qu'une personne qui aime son pays, il ne pouvait pas démissionner tout d'un coup. Et même sa démission n'aurait rien apporté, n'aurait pas changé ce que M. Biya avait initié, parce que M. Biya voulait s'éterniser au pouvoir en changeant la constitution. Et je vous rappelle que le professeur Maurice Kamto n'a contribué à cette modification ni de près ni de loin. Il n'y a jamais participé. D'ailleurs, on donne des fonds au professeur Maurice Kamto d'aller sur les plateaux de télévision pour convaincre la population par rapport à cette réforme constitutionnelle. Pour ce Maurice Kamto récupère l'argent et va verser au trésor public.
C'est ce que le professeur Maurice Kamto a fait. Il n'a jamais contribué, il n'est même pas proche, il n'a jamais été proche de ce dossier de la modification de la Constitution en 2008. Donc, quand on tue les Camerounais, le professeur Maurice Kamto se trouve devant une situation très compliquée, très complexe. Il a en même temps le dossier Bakassi en main. Il est celui qui est en train de gérer ce dossier. Et c'est un dossier lourd parce qu'il s'agit de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est une partie de notre pays qui devait voler aux éclats. Et le professeur Maurice Kamto, devant cette situation, devant cette crise qui avait comme ça causé la mort de plusieurs Camerounais, il est obligé de rester dans le gouvernement et de terminer, de conclure le dossier Bakassi. Et en 2011, quand le dossier est finalisé à La Haye, c'est à cet instant que le professeur Maurice Kamto démissionne. Vous voyez que le professeur Maurice Kamto n'a jamais reçu de contrat pour gérer le dossier Bakassi. Il était comme un fonctionnaire qui était en train de travailler pour son pays. Il n'a jamais signé de contrat avec le gouvernement camerounais. Donc, ce n'était pas un avocat privé qui travaillait pour le gouvernement camerounais. Et M. Biya a vite fait de le prendre dans le gouvernement. Il y a cet aspect-là que certainement le professeur Maurice Kamto ne veut pas le dire ou bien il ne le voit pas ainsi. Parce que le professeur Maurice Kamto aurait coûté plus cher s'il avait recruté comme avocat privé. Ils ont voulu le faire entrer dans le gouvernement qui devait satisfaire les besoins à la fois administratifs parce que de l'autre côté, on avait Attorney General. Du côté nigérian, c'était le ministre de la Justice qui était là pour signer les dossiers qui engageaient l'État nigérian. Il fallait aussi que de notre pays, que ça soit un ministre. C'était d'ailleurs pour la première fois qu'on créait un ministre délégué auprès du ministre de la Justice. C'était la première fois. Parce qu'on ne pouvait pas donner un ministère avec portefeuille au professeur Maurice Kamto pour gérer le dossier Bakassi. Et on a créé ce poste-là inutile parce que le professeur Maurice travaillait beaucoup, mais il ne gérait rien du tout. Donc, il n'était pas en charge, il était en charge des dossiers parce que Amadou Ali, qui était ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il comprenait dans ces dossiers-là? Le professeur Maurice, c'est lui qui gérait tous les dossiers. C'est même pour ça que c'est le professeur Maurice qui était au devant de la scène. C'est le professeur Maurice qui récupère le drapeau. Il était à La Haye, il a mis sa robe pour aller défendre le Cameroun à la Cour internationale de justice. Il était au fond au Nigeria, au Tchad, partout. C'est lui qui était au fond, au four, au moulin, parce que c'était lui qui était le plus compétent. C'était lui qui était à même de gérer le dossier Bakassi. Et il faut se rappeler aussi que le dossier Bakassi avait été d'abord rejeté pour vice de forme. Et c'est quand le professeur Maurice Kamto prend ces dossiers, c'est pour ça que beaucoup des classiques du régime détestent le professeur Maurice Kamto. Parce que quand il prend le dossier, il écarte beaucoup d'autres Camerounais qui étaient là comme des figurants, tout simplement pour consommer l'argent public camerounais, détourner les fonds publics. Au professeur Maurice Kamto prend ces dossiers, il écarte beaucoup de gens, il reste avec une équipe très réduite et ils fonctionnent comme des fonctionnaires. Ça veut dire qu'ils étaient, tous les voyages qu'ils faisaient, si à Paris, à La Haye, c'était toujours comme des fonctionnaires. Donc, ils n'étaient pas engagés comme avocats privés. Et donc, vous voyez que l'État camerounais a économisé en nommant le professeur Maurice Kamto, M. Biya. Sur ce coup-là, il a été un peu sage en nommant le professeur Maurice Kamto comme ministre délégué. Il pouvait signer les dossiers très rapidement, dossiers administratifs qui engageaient au Cameroun, mais il pouvait aussi, en tant que fonctionnaire, tout simplement être payé comme un fonctionnaire, rien que ça. Donc même quand il était envoyé en mission, il était juste, les frais de mission, c'était tout simplement comme tous les autres fonctionnaires, alors qu'il était en train de gérer un dossier lourd. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, pendant des années, on a jeté l'anathème sur le professeur Maurice Kamto, mais comme vous pouvez comprendre, il n'en est rien. Le professeur Maurice Kamto, c'est un homme propre, et personne d'ailleurs ne peut le salir.
il sera le tout premier président de la République du Cameroun, tout premier président élu au Cameroun. Personne n'y peut faire rien, quelque chose pour empêcher cela. Personne ne peut l'empêcher de devenir le troisième président de la République et le tout premier président nationaliste, tout premier président démocratiquement élu au Cameroun. Rien ne peut l'empêcher de devenir président. Donc, j'invite tous les Camerounais à partager cette vidéo, à se joindre à nous pour que nous portions ensemble la candidature pour ce Moïse Kamto. Abonnez-vous massivement, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales, votez pour ce Moïse Kamto et occupez les rues jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle proclame pour ce Moïse Kamto comme le président de la République du Cameroun. Parce qu'un changement visible, réel dans la vie des Camerounais se fera sentir en 2025. Les Camerounais, finalement, sauront qu'ils ont à la tête de leur pays un dirigeant qui les aime, qui travaille pour leurs intérêts et non pour les intérêts étrangers. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas perdre cette opportunité. Bonne soirée.